Bonjour, je me nomme Richard Martin. Bienvenue sur cette vidéo d'astronomie sur les satellites naturels dans le système solaire. Vous avez ici présentement quelques satellites représentatifs pour quelques planètes. Par exemple, la Lune, notre satellite à nous, les Terriens. Vous avez Phobos et Deimos, très petits satellites de la planète Mars. Vous avez 4 satellites très populaires pour les astronomes amateurs, les satellites galiléens, Io, Europa, Ganymède et Callisto. Donc, satellite aussi de Saturne, donc la planète aux anneaux, donc Mimas, Encelade, etc. Même chose pour Uranus, Neptune, Pluton qui est une planète naine, donc vous connaissez peut-être le satellite Charon. Donc c'est une entrée en matière, donc nous allons voir plus en profondeur quelques satellites pour les planètes du système solaire. Donc, il y a souvent eu des présentations sur le système solaire où on parlait des planètes. Maintenant, on va favoriser les satellites naturels. Allons-y. Vous avez ici un tableau qui représente le nombre de satellites naturels connus par planète. Donc, la source ici sera Wikipédia et le nombre de satellites est peut-être un peu plus grand que ce qui est mentionné car la source n'est pas nécessairement à jour. Mais c'est quand même assez complexe de calculer, de compter le nombre de satellites, exemple, autour de la planète Jupiter et Saturne. Je vous laisse le temps de regarder, peut-être en mettant la vidéo sur pause, d'essayer de vous imaginer, ou à moins que vous le sachiez exactement, combien de satellites y a-t-il pour chacune des planètes citées à gauche, et même quelques planètes naines comme Pluton, Oméa, Makemake et Eris. Donc je vous laisse y penser. Donc, moi je reviens, j'espère que vous avez eu le temps de regarder. Donc, vous avez la planète Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, les 8 planètes du système solaire. Commençons par cela. Et voilà. La planète Mercure, très près du Soleil, la plus petite planète d'ailleurs du système solaire. 0 satellite naturel. Vénus, qui est à peu près la même grosseur que la Terre, ne possède aucun satellite naturel. Et non. La Terre, elle, possède naturellement la Lune et on est bien chanceux de la voir car elle nous a beaucoup protégés certainement de plusieurs météores dans son existence et elle continue à le faire d'ailleurs. Donc, la planète Mars, elle, possède 2 satellites naturels, Phobos et Deimos, que vous connaissez peut-être les noms. La planète Jupiter a 79 satellites naturels et probablement plus. Là. Et puis, ça en fait quand même pas mal. Et Saturne, imaginez-vous, 62, oui, satellites naturels, mais il y en a plus que ça. On nous dit même qu'il y a environ plus que 150 lunes mineures autour de cette planète-là, en plus des 62. Là. Mais naturellement, tout ce qui est dans les anneaux de Saturne, il y a beaucoup de corps célestes là-dedans qui pourraient peut-être mériter le nom de satellites. Donc, éventuellement, on verra bien. Donc, mais quand même, 62, ça fait quand même déjà pas mal. Hein? Uranus, imaginez-vous, 27 satellites naturels. Neptune, 14. Donc, la dernière planète du système solaire a quand même 14 satellites naturels. Et Pluton, dont on a connu longtemps Charon, qui était son seul et unique satellite, mais maintenant avec nos télescopes de plus en plus performants sur Terre et les sondes comme la sonde New Horizon qui l'a visité dernièrement, mais il y a 4 nouveaux satellites, donc on est rendu avec 5 satellites autour de Pluton, 3 planètes naines au-delà de Pluton, Oméa, Makemake et Eris qui ont 2 pour Oméa, 1 pour les deux autres. Donc, ça fait quand même de très petits corps célestes qui tourbillonnent comme cela autour de petits corps célestes aussi, très loin dans le système solaire. Et on a réussi à capter tout ça avec les instruments dont nous possédons euh, en tant que terriens. C'est merveilleux. Il y a environ 200 autres, dans au moins une quarantaine ayant une désignation provisoire ou définitive, là, des noms. Là. Donc, mais 200 autres corps célestes qui ont été découverts autour d'astéroïdes. Imaginez-vous, il y a des astéroïdes là, dans le système solaire et il y en a plusieurs là-dedans qui possèdent des satellites qui tournent autour d'eux-mêmes. Ça fait pas des gros
des gros corps célestes. C'est vraiment spécial. Des petits morceaux de roches qui tournent autour de roches un peu plus grosses qu'elles-mêmes. Vraiment spécial. Certaines études estiment que 15% des objets transneptuniens, excusez-moi, donc au-delà de Neptune, qui possèdent au moins un satellite. Donc ça fait beaucoup de corps célestes juste dans notre système solaire. Vraiment fantastique. Commençons par la Lune. Allons-y un peu plus gaiement pour notre satellite à nous autour de notre Terre. Donc, vous avez donc une image de la Lune ici en haut à droite. D'ailleurs, cette image a été prise, imaginez-vous, avec un appareil, un téléphone intelligent, donc sur un Star Adventurer, donc plusieurs photos empilées et traitées. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais juste pour dire qu'avec un téléphone cellulaire, on est capable de prendre une photo de ce genre. J'y reviendrai peut-être dans une future vidéo. Donc, la Lune qui tourne autour de la Terre, donc elle est âgée d'autour de 4,6 milliards d'années, avec une température, tout dépendant du côté de la Lune où on est, là, côté éclairé, côté sombre, donc de 127 degrés Celsius à moins 173 degrés Celsius quand même. Sa gravité est 6 fois moindre que la Terre. Elle prend 28 jours à tourner autour d'elle-même et 28 jours à faire le tour de la Terre. Donc, ces durées étant égales, mais ça fait qu'on a une face cachée et une face visible. Hein. On a toujours la même face de la Lune qui est présentée à la Terre. Et le temps entre deux nouvelles lunes est de 29,5 jours. Donc, on voit aussi un peu plus que 50% de la Lune avec le mouvement de libration. Donc, un petit renseignement si vous voulez approfondir le sujet, donc sur Internet, libration, vous pourrez aller voir ça. Donc, 3476 km de diamètre pour notre Lune, et elle est située à 384 400 km de la Terre, donc un peu plus qu'une seconde-lumière. Vous avez peut-être déjà entendu parler des années-lumière, donc imaginez-vous que la vitesse de la lumière, donc à 300 000 km par seconde, si vous feriez ça pendant un an, bien, vous auriez parcouru une année-lumière, mais si vous le faites seulement pendant une seconde, bien, ce sera une seconde-lumière. On pourrait faire une journée-lumière, un mois-lumière. Donc la Terre et la Lune sont séparées à peu près un petit peu plus qu'une seconde-lumière. De là le décalage aussi entre les transmissions des astronautes qui parlaient donc à la Terre. Il y avait un décalage donc dans les communications. Donc, l'inclinaison de l'équateur sur l'orbite de la Lune est de 23 degrés. Donc, vous avez une masse quand même pas mal grande pour ce corps céleste. Donc, la température, on l'a dit tantôt, le diamètre. Donc, la vitesse orbitale autour de 1 km par seconde pour tourner autour de la Terre, c'est quand même assez rapide. La matière de la croûte lunaire au lieu de la croûte terrestre, donc oxygène, silicium, magnésium, fer, titane, calcium, aluminium, potassium, uranium, thorium et hydrogène. Donc voilà quelques caractéristiques de notre satellite naturel. Donc on n'ira pas dans tous ces détails-là pour tous les satellites, mais la Lune étant le nôtre, hein, pardonnez-moi, donc j'ai été un petit peu plus loin au niveau des caractéristiques. Voici maintenant notre voisine, la planète Mars. C'est sûr qu'on a une voisine aussi, Vénus, qui est un petit peu plus près de la Terre que la planète Mars, mais Vénus ne possède aucun satellite naturel. Mais Mars en possède deux. Donc elle possède Phobos et Deimos. Donc Mars étant une planète que nous observons plus particulièrement, donc j'ai donné un peu plus de détails. De plus, elle a seulement deux satellites, donc on peut s'en permettre un petit peu. Donc Phobos se déplace sur une orbite relativement circulaire. On sait que les orbites, normalement, des corps célestes sont elliptiques. Ça ne veut pas dire que Phobos n'a pas une orbite elliptique, mais vraiment pas beaucoup. Là, ça frise le cercle. Là. Donc, faiblement incliné par rapport à l'équateur de Mars. Bon, Phobos orbite seulement, imaginez-vous, à 6000 km au-dessus du sol martien. C'est vraiment près du sol martien. Là. Donc, le rayon de Mars est d'environ 3400 km, imaginez-vous, de diamètre. Là. C'est pas gros non plus. Hein. Si on compare à la Lune, c'est pratiquement la même chose. Hein, il est donc plus proche de la planète que tout autre satellite naturel
du système solaire. Donc, vous savez, la Lune, on dit, est à 384 000 km de la Terre, tandis que Phobos est à 6 000 km de la planète Mars. C'est vraiment, vraiment près. En plus, il orbite en dessous de l'orbite synchrone, c'est-à-dire, il réalise une révolution autour de Mars en moins de temps qu'il en faut pour que Mars ne tourne sur elle-même. Hein, la tournée sur elle-même, c'est une journée, donc ça veut dire qu'on va voir Phobos plus d'une fois dans la même journée. Sa période orbitale est de 7h39 minutes, tandis que le jour martien est de l'ordre de 24h36 minutes. Donc pour un observateur martien, Phobos se lève à l'ouest, traverse le ciel rapidement en à peu près 4h15 minutes ou moins, et se couche à l'est, à peu près 2 fois par jour, à 11h06 minutes d'intervalle. Son orbite est si basse que dans les régions polaires, on ne peut pas l'apercevoir. Donc quand même une particularité à retenir. Donc la taille apparente de Phobos, hein, la taille apparente quand on observe Phobos dans le ciel de Mars, elle varie suivant la latitude et la position du satellite dans le ciel. Donc pour un observateur qui serait à l'équateur, par exemple, Phobos posséderait donc un diamètre angulaire de 0,14 degrés. Donc juste pour vous mentionner que la Lune, vue de la Terre, a un diamètre de 1,5 degré, donc 0,5 degrés quand vous regardez. Même chose pour le Soleil d'ailleurs, c'est un addon, là, on n'entrera pas dans les détails, mais c'est pour ça qu'on peut avoir des éclipses de Soleil totales sur la Terre, car la Lune est capable de cacher complètement le Soleil. Donc, mais Phobos, elle fait seulement 0,14 degrés, donc, et ça c'est à l'équateur, tandis qu'au zénith, c'est 0,20 degrés, donc un petit peu plus de diamètre à ce moment-là. Donc, à titre de comparaison, le Soleil sur Mars, parce que nous, c'est 1,5 degré sur Terre, mais sur Mars, c'est à peu près 1/3 de degré, 0,35 degrés, donc dans le ciel martien. Donc, un observateur martien situé à des latitudes plus élevées percevrait Phobos plus petit parce qu'il en serait significativement plus éloigné. Et en passant, Phobos, ça veut dire peur en grec. Je descends tout de suite à Démos. Démos, lui, veut dire terreur. Terreur en grec. Et ça, c'est les deux noms des, je pense que c'est les chiens de l'enfer ou quelque chose comme ça, là. Donc, les Grecs avaient quand même beaucoup d'imagination. Donc, Démos est le satellite le plus éloigné de Mars. Il ne fait que 15 km de large et met 30 heures pour effectuer un tour complet autour de la planète à 20 000 km au-dessus de sa surface. Il veut dire terreur en grec. Donc, vous voyez ici, en passant à gauche, en bas de l'image, vous avez Phobos et Démos qui tournent autour du Soleil. Et puis, on voit bien que Phobos tourne vraiment rapidement par rapport donc à Démos. Donc, vous voyez vraiment Phobos, pourquoi on la voit plus d'une fois par jour quand on est sur Mars. Vraiment, elle tourne très rapidement. Donc, c'était les satellites de Mars. Allons-y maintenant pour les satellites de Jupiter. Jupiter et sa multitude, multitude vraiment là, de corps célestes qui tournent autour de cette immense planète, la plus grosse planète d'ailleurs de tout le système solaire. Je vous donne une petite information. Si vous prendriez toutes les planètes du système solaire, sauf Jupiter naturellement, là, et que vous les mettez ensemble, tout ensemble, c'est même pas plus gros que la planète Jupiter. Jupiter est plus grande et plus, elle a une dimension plus grande que toutes les autres planètes additionnées ensemble. C'est vraiment spécial. Donc, vous avez ici toutes sortes de noms là, de satellites. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est Métis, Adrasté, Amalthée, TB. Là, on voit Io, qu'on connaît un peu plus, Europe, Ganymède, Callisto, donc, et plein d'autres noms là, que vous avez peut-être déjà vus ou entendus. Il y en a vraiment des spéciales. Là. ISO, Noé, Teget, j'ai de la misère à les prononcer. Donc, il y a beaucoup de satellites autour de Jupiter, mais on va regarder seulement une petite sélection. Je vous mentionne tout de même que la photo ici en haut à droite de Jupiter a aussi été prise avec un téléphone cellulaire intelligent. Et puis, c'est plusieurs photos empilées, ou si vous aimez mieux, stackées et traitées avec Photoshop. Je n'entre pas dans les détails, mais on est capable de faire apparaître, imaginez-vous, avec un télescope de 10 pouces Dobson sans suivi,
on est capable d'aller chercher des photos de Jupiter quand même intéressantes. C'est sûr que c'est pas la photo de gauche qui est prise par une sonde spatiale, mais quand même, ça fait des expériences intéressantes à faire avec des moyens assez rudimentaires. Donc, vous pourrez vous amuser avec cela. Je continue. Ici, nous avons deux satellites très connus de Jupiter, le satellite Io et le satellite Ganymède. Si vous regardez Io sur le côté gauche, vous remarquerez que c'est un satellite où il semble y avoir beaucoup d'activité volcanique, et c'est le cas. Donc, ce satellite-là est très près de Jupiter, et la force de gravité de Jupiter est très influente sur Io, et Io se déforme, ça paraît pas comme ça quand on le regarde, là, mais se déforme, et il y a des frictions, ça crée de la chaleur, etc. Et c'est ce qui fait que sur Io, il y a beaucoup d'activités donc volcaniques. Vous avez aussi sur le côté droit Ganymède, aussi une autre lune intéressante à observer. Et ces deux lunes-là, on dit des lunes, on devrait dire des satellites, là, mais c'est dans le jargon populaire. Donc ces deux satellites-là sont plus gros que notre lune à nous sur Terre. Donc très joli satellite que Galilée a pu observer donc dans les années 1600. Donc, grâce à sa petite lunette, donc c'est le premier qui a pu observer donc les petits points autour de Jupiter. Les deux autres sont Europe et Callisto. Donc, deux autres satellites dont Callisto est plus grand que la Lune et Europe un petit peu plus petit. Mais ça rivalise pas mal quand même. Donc, les plus gros satellites de Jupiter, donc ceux que Galilée a pu observer. Donc, vraiment très joli. Europe sera éventuellement un site qu'on devra explorer, car il y a sûrement des mers sous les glaces donc de ce satellite naturel. Et il y a peut-être éventuellement, on ne sait jamais, un début de vie là, ou quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais ça serait vraiment intéressant d'aller explorer sous les glaces de Europe. Donc, deux photos vraiment très jolies. On continue. Vous avez ici, donc, Ganymède, Callisto, Io et Europe. Vous pouvez voir les diamètres moyens. Regardez la Lune, je disais tantôt que c'était 3474,2 km. Donc, Europe est un peu plus petit. Mais Io, 3643. Donc, juste un petit peu plus gros là, que la Lune. Et les deux autres, Callisto et Ganymède, quand même, dépassent la Lune digne de mention. Donc, c'est vraiment 4 gros satellites, naturellement. Et si vous regardez en bas, donc le petit tableau nous dit que bon, le demi-grand axe, là, la distance finalement entre Io et Jupiter, en langage plus vulgarisé, là, donc 421 800 km. N'oubliez pas que la Lune est située, elle, à 384 400 km de la Terre. Donc ça vous donne une idée au niveau des distances, mais n'oubliez pas que Jupiter c'est une planète géante là, avec une gravité vraiment là, énorme comparée à la Terre. Donc, quand on est près de Jupiter, ça doit être plus difficile à vivre aussi, hein? C'est pour différentes raisons. Donc, 421 800 km Io, là, c'est vraiment près de la planète. Donc, c'est vraiment une planète volcanique les causes sont vraiment dues à sa proximité là, avec Jupiter. Europe est quand même un peu plus éloigné, là, ça l'aide. 671 100 km, 2 secondes-lumière et des poussières. Ganymède, un petit peu plus que 3 secondes-lumière et Callisto, à peu près 6 fois. Là. Donc, j'aime bien utiliser la seconde-lumière, c'est intéressant. Donc, vous voyez les distances. Et puis, il y a beaucoup d'autres satellites dont nous aurions pu parler autour de Jupiter, mais les 4 principaux ici, dont ceux que Galilée a pu observer. Et puis les périodes orbitales, donc comment ça prend de temps ces satellites-là pour faire le tour de Jupiter. Mais regardez, c'est pas tellement long. 1,77 jours, 3,55, 7,16, 16,69. Mais c'est pas pour rien que Galilée, si on voit ici dans le petit tableau en haut à droite, observait les petits points de chaque côté de Jupiter, parfois 1, parfois 2, parfois 3, parfois 4 sur un côté ou un peu partout de chaque côté. Donc, puis des fois, il en manquait un parce que des fois, il pouvait y avoir un satellite derrière la planète ou au-dessus de la planète.
donc qui était plus difficile à voir. Donc Galilée a pu inventorier comme ça, de jour en jour, la position de ces satellites-là, et il a pu lui-même calculer qu'un point revenait à peu près à tous les X jours, là, donc les périodes orbitales. Donc, si ça avait été des périodes très très longues, ben, il n'y aurait pas eu autant de variations à chaque journée, là. Donc, c'est vraiment palpitant, intéressant, là. Vous pouvez faire l'exercice vous-même en observant les satellites de Jupiter avec un très petit télescope ou une bonne paire de jumelles. C'est faisable, c'est vraiment accessible à l'astronome amateur. Une petite animation en bas là, des satellites Io, Europa, ou si vous voulez Europe et Ganymède, donc autour de Jupiter. On voit que le premier Io là, tourne vraiment plus rapidement autour, mais comme on a dit 1,77 comparé à 3,55, c'est normal que Io soit plus rapide que Europe. Donc, nous continuons. Allons maintenant sur Saturne. Même chose en passant pour la photo de Saturne en haut à droite. Elle est prise sur un cellulaire, comme j'expliquais tantôt, là, un téléphone intelligent. Et puis sur un Dobson 10 pouces sans suivi avec traitement. Donc, vous pourrez vous amuser là-dessus aussi. On voit même la division de Cassini. C'est vraiment des bandes. On en voyait sur Jupiter. On en voit aussi sur la planète Saturne. Vraiment intéressant. Mais ici, naturellement, la planète en haut à gauche, une belle photo d'une sonde spatiale que nous avons envoyée donc sur Saturne. Vous avez aussi le tableau comme tantôt, mais il y a des petites images. Il y avait des petites images sur celui que j'avais trouvé, donc je l'ai capturé. Donc je l'ai mis dans la présentation. Vous avez donc différentes photos des différents satellites de Saturne. Donc il y en a des plus connus. Là. Par exemple, si vous regardez Titan, là, que je cherche. Où est Titan? Titan. Voyons, je suis aveugle. Titan. Ah, il est ici. Donc, Titan qu'on voit ici, là, qui est le plus gros satellite là, qui tourne autour de Saturne. Et il y en a Encelade qu'on connaît un petit peu aussi. Donc, et d'autres, des noms sûrement là-dedans qui vont vous dire quelque chose. Donc, je vous laisse le temps de regarder un petit peu. Naturellement, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause pour regarder plus longtemps. Donc, continuons. Donc, vous avez Saturne ici et quelques satellites. J'en ai choisi 4. Là. Donc, par exemple, ici, vous avez les deux premiers. Vous avez Titan et Encelade. Donc, vous avez sur le côté gauche de Titan, vous remarquez sa couleur. Et ça, c'est une très, très belle photo là, qui a été prise là, par nos différents sondes spatiales et télescopes terrestres. Aujourd'hui, on est capable de faire vraiment des miracles au niveau des photos avec les instruments que nous possédons. Donc, une super belle photo de Titan. Titan a déjà été visité d'ailleurs par la sonde Cassini et son atterrisseur Huygens, que j'ai de la misère à prononcer. Donc, Huygens qui a atterri sur Titan, qui a pu faire quelques relevés, quelques observations. J'ai pas réussi à retrouver sur Internet, mais j'ai déjà entendu le son pendant l'atterrissage. Il y avait un micro qui enregistrait le son pendant l'atterrissage de Huygens sur Titan. Donc, c'était le premier son extraterrestre, si on peut dire, son entendu sur un autre corps céleste qu'on a pu entendre, nous les humains. Donc, le son de l'atterrissage de Huygens sur Titan. Donc, c'était juste un bruit de vent, là. Donc, toute une imitation. Donc, vous avez sur le côté droite maintenant Encelade avec des cratères, des petites lignes un peu partout. C'est vraiment une superbe photo d'Encelade. Et vous avez peut-être entendu parler qu'Encelade avait des geysers. Donc, dans le milieu, ici, j'ai mis un petit bout de photo là, où on voit les geysers là, qui expulsent la glace. Là. Donc, c'est vraiment un peu spécial. Et puis, la sonde Cassini, si je ne me trompe pas, a traversé ces différents geysers. Donc, et a peut-être pu analyser un petit peu là, le contenu de cette matière. Donc, deux beaux satellites de Saturne, Titan et Encelade. Vous avez aussi Mimas et Dionée. Je vous mentionne tout de suite que Dionée, qui est présentement, elle tourne. C'est pas que les autres ne tournent pas, mais j'ai trouvé une animation sur Internet où on voyait la rotation complète de Dionée. Mais commençons par la gauche avec Mimas. Vous allez trouver ça spécial. Un super gros cratère ici, là. Donc, imaginez-vous l'impact qu'il y a pu y avoir là il y a des milliers ou des millions d'années, si ce n'est pas des milliards, je ne sais pas exactement quand, pour avoir
un impact aussi grand que ça prenait vraiment un gros météore. C'est vraiment spécial. Donc, cette planète très bosselée, vraiment, je n'irai pas construire mon chalet à cet endroit. Je pense que ça serait très dangereux. C'est pas une planète qui a été chanceuse, pas une planète, mais excusez, un satellite naturel qui a été chanceux dans sa vie au niveau des impacts. Hein? Donc, on peut le voir. Ça me fait penser beaucoup, vous avez probablement déjà pensé pendant que je parlais, là, à l'étoile de la mort dans Star Wars. Hein? Donc, avec cette déformation aussi, le gros impact, c'est vraiment ressemblant à l'étoile de la mort de Star Wars. Donc, Dionée, ici sur le côté droit, qui a aussi beaucoup d'impact naturellement qu'il y a eu dessus. Et puis, il y a des cratères, des fissures, vraiment spéciales comme satellite artificielle. Donc, c'était les satellites de détails. Donc, et voici quelques détails. Oui, excusez-moi, pendant les animations, des fois, le son peut couper. Donc, regardez, vous avez ici les satellites que j'ai sélectionnés. Donc, Titan, Encelade, Mimas et Dionée, qui ont des diamètres moyens, là, donc, qui sont affichés ici. Juste vous mentionner encore que le diamètre de la Lune, c'est 3474,2 km. Il y a Titan qui dépasse ce diamètre en ce qui concerne des satellites autour de Saturne, mais les autres sont vraiment plus petits. Là. Donc Encelade à 504 km,2 Mimas à 396,4 et Dionée un peu plus gros, donc à 1122,8 km de diamètre. Donc, vous avez aussi la durée orbitale, ici la troisième colonne, donc pour faire le tour autour de Saturne, dans 16 jours pour Titan. Titan est vraiment éloigné quand même de Saturne. Quand nous l'observons au télescope, on voit un point quand même assez loin de Titan, pas de Titan, mais de Saturne. Et puis, on le remarque assez facilement. Mais Encelade, 33 heures pour faire le tour, 23 heures pour Mimas, Dionée 66 heures. Donc, 16 jours, c'est vraiment Titan qui tourne le plus lentement. Mais regardez aussi sa distance. Sa distance, on le voit dans la deuxième colonne. La distance entre la Lune, le satellite, si vous voulez, et Saturne, 1 221 865 km, comparé aux autres là, qui sont autour de 100 à 400 000 km. Là. Donc, ça vous donne une idée là, de la distance de ces satellites-là. Donc, ils sont pas mal plus près. Mais n'oubliez pas que la Lune est à 384 400 km de la Terre. Donc, on voit que ces satellites-là, les trois derniers, sont quand même plus près, pas mal, de Saturne que notre Lune par rapport à la Terre. Tandis que Titan est presque 4 fois plus éloigné que la Lune par rapport à la Terre. Donc, c'est vraiment spécial. Quelques petites photos d'agrément ici. Donc, Titan, Rhea, un autre satellite autour de Saturne, Lapétus ou Iapetus, Dionée, Tétis, Encelade, Mimas. Donc, on voit un petit peu ça. Et une petite photo aussi d'un satellite autour de Saturne avec les belles anneaux. Donc, les satellites de Saturne, c'était cela. Nous voici rendus sur Uranus. Donc, Uranus a quand même un peu moins de satellites, mais on ne les verra pas tous au complet, naturellement. Il y en a beaucoup trop. Mais il y en a qui sont plus populaires. Donc, j'ai fait une sélection qu'on verra tantôt. Donc, vous avez les noms ici là, que j'ai mis. Là. Donc, vous connaissez peut-être... je cherche dans la liste... où es-tu? Ariel, Umbriel qui est connu pas mal. Ah, Miranda était à la fin, je regardais. Bon, Miranda qui est probablement le plus connu. Donc, il y en a un drôle ici qui s'appelle Puck. Donc, vraiment des noms. Des fois, on se demande qui choisit ces noms. C'est vraiment fantastique ce qu'on peut trouver comme nom pour les satellites naturels qui tournent autour des planètes du système solaire. Vous saviez que Saturne avait des anneaux, Jupiter en a aussi. On n'a peut-être pas vu de photo là-dessus. La présentation n'est pas nécessairement sur ce sujet, mais vous voyez ici que Uranus aussi possède des anneaux. Et pour ne pas oublier, je le mentionne tout de suite, que Neptune aussi a des anneaux, imaginez-vous. C'est sûr que tous ces anneaux-là ne rivalisent pas avec les belles anneaux autour de Saturne, mais quand même, il y a des anneaux. Donc, vous voyez deux photos aussi de Uranus. Et voyons maintenant les satellites naturels d'Uranus, ma sélection.
Vous avez ici donc Umbriel, Oberon, Titania, Miranda, Ariel et Puck. Naturellement, ces satellites-là, les photos ont été prises grâce aux sondes spatiales que nous avons envoyées vers Uranus. Et il y en a seulement une qui a pu se rendre vers Uranus, c'est Voyager 2, à ma connaissance. Et puis, les télescopes que nous avons actuellement sur Terre ne pourraient pas prendre d'aussi belles photos là, de ces satellites. C'est beaucoup trop petit. Là. Donc, vous avez Miranda ici, là, qui est vraiment spécial. Là, vraiment de bosser, comme on dit, là, des craquelures, des lignes. Il y a quelques petits cratères. Même chose pour Ariel, d'ailleurs. Umbriel aussi. Oberon, oui aussi. Donc, c'est quand même, Titania, on voit que c'était magané aussi un petit peu. Hein. Époque qui est beaucoup plus petit, probablement qui était plus loin aussi. Donc, on peut pas voir vraiment, mais quand même, une photo d'un très petit corps céleste très loin dans notre système solaire. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour admirer un peu plus longtemps. C'est à votre guise. Je continue. Donc, dans ce tableau, nous voyons les diamètres et les demi-grands axes et les périodes orbitales, comme on a vu pour les autres satellites des autres planètes. Donc, n'oublions pas toujours que la Lune, 3474 km de diamètre, 380 400 km par rapport à la distance avec la Terre. Donc, si on compare, tous les satellites qui sont ici ont un diamètre vraiment plus petit que le diamètre de notre Lune, mais quand même, Titania, je ne sais pas si le nom est Titan, ça veut dire que c'est gros, là, mais c'est peut-être le plus gros satellite autour d'Uranus. Donc, 1578 km autour de diamètre, donc comparé à la Lune, c'est à peu près un petit peu moins que la moitié. Là. Donc, Oberon qui rivalise un peu avec Titania, Umbriel, Ariel, et Puck à la fin, là, qui est vraiment très, très, très petit, là, 162 km. Et la distance, comparée à 380 4400 là, ici, là, mais regardez, Titania est à 435 000 km d'Uranus. Oberon, quand même, 583 000, ça commence à faire un bon bout de chemin. Donc, Umbriel, on se rapproche un peu, Ariel. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais Puck étant vraiment plus petit, ben, il est plus près aussi d'Uranus, donc il va tourner probablement plus rapidement. Si on regarde ici, 0,7 jours pour ça parle pas jour, mais pour faire le tour de la planète là, de Uranus, 0,7 jours. Donc c'est normal, étant vraiment plus petit et à 86 000, il n'est pas vraiment loin non plus d'Uranus. Donc sa période orbitale, il faut qu'elle soit plus rapide, sinon sa vitesse serait trop petite et tomberait, pas que tomberait sur Uranus finalement. Donc, vous avez aussi la plus grande, c'est Oberon, là, pour la période orbitale à 13,4 jours, donc pour faire le tour d'Uranus. Donc, vous voyez les autres. Là. Donc, Miranda 1,4, 2,5 pour Ariel, 8,7 pour Titania. Donc, ça vous donne une idée, donc, pour les satellites d'Uranus autour, oui, les satellites naturels autour d'Uranus, finalement. Donc, continuons. Maintenant, nous arrivons à Neptune et aussi quelques satellites, car elle aussi, elle en a plusieurs. Elle en a moins, mais on va en voir quelques-uns tantôt. Mais on peut quand même les nommer. Naiad, Thalassa, Despina, Galatée, Larissa, imaginez-vous, Hippocampe, Protée, Triton que je connaissais plus que les autres, Néréide, Alimède, Sao, Laomédie, Psamaté et Nezo. Donc, des noms que je suis persuadé que vous allez vous rappeler demain matin, sans problème. Donc, vous avez ici deux belles photos de Neptune. Et remarquez que Neptune a aussi un genre de tempête comme sur Jupiter. Jupiter, la grande tache rouge que vous connaissez probablement. Mais il y a une tache aussi sur Neptune. Et cette tache-là, diminue tranquillement là, selon les dernières observations avec les années, mais quand même elle est encore présente. Vous avez aussi des anneaux autour de Neptune, comme je mentionnais tantôt, et on voit un satellite ici là, qui pourrait être n'importe quel, je ne sais pas lequel que c'est, mais il tourne autour donc de Neptune. Donc superbe photo prise naturellement par des sondes spatiales. Donc ici, toujours prise par des sondes spatiales. Vous avez Triton, Thalassa, qui est le satellite ici, Naiad, là, c'est deux photos assez rudimentaires. Là.
Mais on est autour de Neptune, on est avec Voyageur 2, et puis c'est pas nécessairement évident de prendre les photos. Imaginez-vous Néréide, là, comment c'était loin, là. Protée et Hippocampe. Donc j'imagine que c'est Voyageur 2 qui a pris ces photos-là. Si c'est pris par des télescopes terrestres, ce serait vraiment fantastique, ça me surprendrait beaucoup. Donc, 6 photos donc de 6 satellites naturels de Neptune sélectionnés pour cette présentation. Je continue. Vous voyez ici les noms qu'on a vus tantôt, et vous voyez les diamètres donc en kilomètres. Là, vous allez remarquer, par exemple, autour de Naiade, il y a 3 chiffres ici entre parenthèses, 96 par 60 par 52. Vous avez vu les photos un peu tantôt, que ce n'était pas vraiment de beaux corps circulaires. Hein. C'était vraiment déformé comme corps céleste, car ils sont vraiment petits, 67 km de diamètre de moyenne, mais c'est 96 par 60 par 52, la hauteur, profondeur, largeur. Donc, même chose pour Thalassol avec 108 par 100, 108 par 100 par 52, mais autour de 83 km. À Hippocampe, c'est vraiment très petit, là, autour de 19 km. Proté à 402, là, il y a une parenthèse à la fin que j'ai oublié d'effacer, mais c'est 402 km de diamètre. 2707 km pour Triton, 340 pour Néréide. Donc, c'est des corps célestes qui sont quand même assez petits autour de Neptune. Et surtout si on compare à la Lune avec ses 3400. Là. Et le demi-grand axe à distance entre la Lune et la Terre, 484 400. J'ai répété beaucoup pendant la présentation, mais regardez, pour les satellites de Neptune, 48 000, c'est pas tellement loin, 50 000, 105 000, 117 000, et hop, 354 800, ça ressemble beaucoup à la Lune, donc pour Triton. Donc Triton est à peu près la même distance de sa planète mère, si on peut dire Neptune, que la Lune pour la Terre. Néréide est vraiment plus loin, là, donc à 5 513 400 km. Donc, en passant, Triton va sûrement être visité éventuellement par une mission terrestre. Il y a beaucoup de choses intéressantes à aller voir sur ce satellite. Vous pourrez faire une recherche sur Internet. Donc, les périodes orbitales autour de Neptune ne sont pas tellement grandes pour ces satellites qui sont très petits et assez près quand même de Neptune. Donc, avec un quart de journée, un tiers de journée, à peu près une journée. Donc, en s'en allant de Naiade jusqu'à Hippocampe. Là. Maintenant, Proté, une journée à peu près. Et hop, là, on a ici Triton, moins 5,877. Qu'est-ce que c'est cela? Ben, c'est que ça prend moins 5, voyons, moins 5,87 jours. C'est-à-dire qu'elle tourne à l'envers par rapport aux autres autour de Neptune. Donc, tout simplement, le pôle, au lieu de tourner dans un sens, ben, elle est dans l'autre sens. Donc, de là, le chiffre en négatif. Et 360 jours pour Néréide, qui est vraiment plus loin. Là. Donc, elle est vraiment plus loin, à 5 513 400 km. Donc, c'est normal que sa période orbitale soit vraiment plus longue. Ça lui prend quasiment une année terrestre pour faire le tour de sa planète mère Neptune. Donc, assez spécial. Maintenant, Pluton, vous savez que Pluton a été rétrogradé il y a déjà plusieurs années en tant que planète naine, mais Pluton a été visité il n'y a pas si longtemps par la sonde New Horizons, et disons que les photos qu'elle nous a envoyées sont vraiment fantastiques. Donc, j'ai décidé de parler un peu de Pluton et de ses satellites parce que nous avions de superbes photographies. Donc, regardez-moi la photo de Pluton. New Horizons, cette sonde allait à une vitesse faramineuse, et imaginez-vous que même à cette vitesse-là, avec le peu de luminosité solaire, elle a réussi. Naturellement, il doit y avoir un certain traitement fait par les ordinateurs de la NASA, mais regardez, ils ont réussi à nous donner cette information-là, cette image-là de la planète Pluton. C'est vraiment fantastique. Éventuellement, ils ont découvert beaucoup de choses comme ça grâce aux photographies, et on n'aurait peut-être pas pensé y retourner, mais à cause de cette mission de New Horizons, éventuellement, nous retournerons probablement plus rapidement sur Pluton que prévu.
car il y a même une atmosphère, une légère atmosphère, disons, autour de Pluton, et beaucoup de choses intéressantes peut-être à aller analyser sur le sol de cette planète. Pluton et ses satellites. Donc, nous connaissions déjà Charon, qui a 1208 km de diamètre quand même. C'est pas gros comme Pluton, mais on se rapproche beaucoup du diamètre de Pluton elle-même. Donc, c'est pour ça que Charon et Pluton, quand elles tournent vraiment une autour de l'autre. Ce n'est pas Charon qui tourne autour de Pluton, mais elle tourne autour d'un centre de gravité qui est vraiment plus près, naturellement, de Pluton, qui est plus grande, là, qui est plus massive, mais quand même, c'est pas tout à fait dans la planète Pluton, le centre de gravité, mais est un peu à l'extérieur. On verra peut-être une petite animation tantôt. Donc, Charon, diamètre de 1208 km, mais regardez les autres, Nix, Hydre, Kerberos et Styx. Ben là, c'est vraiment plus petit, là, 42, 55, 13, et Styx qui fait 7 par 5 là, de kilomètres. Là. Donc, des photos quand même qui ont réussi à être prises par la sonde New Horizons. C'est vraiment fantastique, extraordinaire d'avoir ces photos-là. Même si on pourrait dire que les photos sont floues, qu'elles ne sont pas extraordinaires, mais dans les conditions que New Horizons avait, c'est pratiquement miraculeux. Là. Et la distance entre Pluton et ses satellites, ben, vous voyez, Charon est à 17 000 km, Nix est beaucoup plus loin, à 48 000, Hydre 65 000 km environ, 52 000 pour Kerberos, Styx à 45 000, donc c'est Charon qui est vraiment le plus près. Et c'est lui aussi, naturellement, qui a la période orbitale la plus courte, donc pour tourner autour de sa planète mère. Tandis que les autres sont pas mal plus longs, là. Donc 24 comparé à 6, hein, 38 pour Hydre, 32 pour Kerberos et 20 pour Styx. Donc vous avez donc les diamètres et le demi-grand axe, toujours en se rappelant que la Lune est à 385 000 environ, en arrondissant km de la Terre, pour un diamètre autour de 3400 de mémoire, comme cela. Donc allons-y. Regardons l'animation Pluton et Charon. C'est ce que je vous disais tantôt. Regardez Pluton au centre qui tourne autour du centre de gravité. Centre de gravité qui est exactement au centre entre Pluton et Charon. Donc, la différence entre les deux planètes au niveau des diamètres et de la masse se ressemblent. Donc, le centre de gravité n'est pas à l'intérieur de la planète Pluton, mais est un peu à l'extérieur. Vraiment intéressant. Une superbe, vraiment époustouflante photographie de Charon. Regardez-moi cette fantastique craquelure au centre. C'est vraiment spécial qu'est-ce qui a pu se passer sur ce satellite naturel de Pluton. C'est vraiment joli. Vous avez aussi des impacts, des superbes beaux cratères, des couleurs qui varient. C'est vraiment fantastique ces photos que New Horizons a pu donc nous envoyer. Vous pourrez l'admirer en mettant sur pause si vous voulez. Nix, un autre satellite avec quelques cratères que nous pouvons apercevoir. Naturellement, la sonde était probablement assez éloignée du satellite, en plus de la vitesse de New Horizons. C'est quand même, et du peu de lumière, là, difficile à prendre comme photo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette présentation et il y en aura certainement une autre éventuellement. Donc à vous d'être à l'affût et naturellement, observez le ciel, c'est fantastique. Profitez-en. Merci, à la prochaine.